Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va aborder aujourd'hui le cours de coagulation. Inch'Allah, à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre la coagulation de A à Z avec tous les détails. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je vais poster. C'est parti! Donc, comme vous savez tous, la coagulation, c'est la deuxième étape de l'hémostase. Donc, on a dit que l'hémostase est constituée de 3 étapes. L'hémostase primaire, que j'ai déjà fait une vidéo, pas surtout à la consulter. D'accord? Et puis, la deuxième étape, c'est la coagulation. La troisième étape, c'est la fibrinolyse. La première étape, l'hémostase primaire, qui consiste à l'agrégation des plaquettes. OK? Donc, on a le vaisseau sanguin. D'accord? Le vaisseau sanguin. Et voici la brèche vasculaire. Donc, voici le vaisseau sanguin, comme j'ai dit, et voici la brèche vasculaire. Ok, voici la brèche vasculaire. Puis, l'hémostase primaire, c'est que les plaquettes vont adhérer à cette brèche vasculaire, ce qui vont former par leur agrégation ce qu'on appelle le thrombus blanc. D'accord, le thrombus blanc. Puis, la deuxième étape de la coagulation qu'on va parler, c'est qu'on va former un fil qu'on appelle la fibrine, d'accord, qui est insoluble, qui va lier les plaquettes entre elles. Ce qu'on va former, on va former un caillou. D'accord? On va former un caillou qui est vraiment solide. La troisième étape, c'est la fibrinolyse. C'est l'élimination de ce caillou et tout revient à l'état normal. D'accord? Donc, tout simplement, la coagulation, c'est l'ensemble des phénomènes qui permettent de solidifier le clot plaquettaire. Le thrombus blanc est le synonyme de clot plaquettaire, c'est la même chose, en créant un caillot de fibrine qui va obturer définitivement la brèche vasculaire. Donc, les mécanismes physiologiques de la coagulation. Donc, le but de la coagulation est de transformer le fibrinogène en une substance insoluble appelée fibrine. Donc, le fibrine, c'est le caillot qui va lier les plaquettes. Sous l'action de la thrombine, j'ai juste expliqué. Cette formation de fibrine correspond à la fin de la cascade enzymatique. Donc, les facteurs qui vont intervenir, c'est premièrement le thrombus blanc. Okay. Deuxièmement, c'est les facteurs plasmatiques de coagulation nommés de 1 jusqu'à 12. Et le thromboplastie tissulaire, c'est le facteur 3, comme c'est déjà dit. Thromboplastie tissulaire, thromboplastie tissulaire, c'est un facteur qu'on va voir dans la coagulation, d'accord. Puis, le facteur le plus important, c'est les facteurs de coagulation nommés de 1 à 12. Donc, il faut savoir que les facteurs de coagulation sont nommés par des chiffres de 1 jusqu'à 12. Il n'y a pas le facteur nommé 6, d'accord? Il n'y a pas le facteur de coagulation qui est nommé 6. Donc, on a le facteur 1, le facteur 2, le facteur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, d'accord? Donc, au total, on a 11 facteurs de coagulation nommés de 1 jusqu'à 12. À savoir que le facteur 4, qui n'est pas cité dans ce tableau, correspond au calcium. Donc, le calcium, c'est le facteur numéro 4 de coagulation. Donc, ces facteurs-là ont des noms. Les noms sont à l'état inactif. Il faut savoir que chaque facteur de coagulation a sa forme active et a sa forme inactive. Il faut savoir que la nomination qui est dans ce tableau-là, c'est la forme inactive des facteurs de coagulation. Donc, le 1, c'est le fibrinogène, les plus importants. 2, c'est le prothrombine, vraiment importante. 5, c'est pas vraiment important de retenir le nom, mais c'est la proaccélérine. 7, c'est la proconvertine. Le 4, comme j'ai dit, c'est le calcium. Le 8, c'est le facteur anti-hémophilique A. Le 9, c'est l'anti-hémophilique B. Le 10, c'est le steward. Le 11 et le 12, le 13, surtout, les noms ne sont pas vraiment importants. J'ai déjà expliqué sur la chaîne la cascade de coagulation et je vais vous mettre le lien dans la boîte d'infos si vous aimez à consulter la vidéo. En 9 minutes, j'ai expliqué toute la cascade enzymatique de la coagulation. Maintenant, je vais expliquer la cascade vraiment brièvement pour comprendre le reste des explorations. Il faut savoir dans la coagulation, on a deux voies, d'accord? Ce qu'on appelle deux voies. On a la voie extrinsèque, d'accord? Et la voie intrinsèque. À savoir que la voie extrinsèque ou exogène, c'est la voie la plus importante, c'est la voie la plus rapide. Par rapport à la voie extrinsèque, vous allez comprendre pourquoi. Donc, on a deux voies extrinsèques et intrinsèques, d'accord?
et les différents facteurs vont s'activer entre eux jusqu'à transformer le fibrinogène, qui est le résultat final, c'est notre but, en fibrine, si c'est notre fil qui va lier les plaquettes entre eux. Super. Donc, on va commencer par la voie extrinsèque. La voie extrinsèque, c'est vraiment facile. Donc, on a le facteur 7, d'accord, qui est déjà préalablement activé. Et on a le facteur tessulaire, d'accord, qu'on appelle, c'est le facteur 3. D'accord. Donc, non, c'est le TP HNAIA. C'est pas. Donc, on a le 7 plus le facteur 3. C'est pas mentionné ici. Désolé, ça, c'est le TP. On va parler plus tard. Donc, le facteur tessulaire, nommé le facteur 3, avec le facteur 7, vont activer le facteur 10. D'accord? Vont activer le facteur 10. 10 qui est là. D'accord? Vont activer le facteur 10. Le facteur 10, à l'aide du facteur 5, vont activer le facteur 2. D'accord? Là, le petit a, c'est activé, c'est-à-dire activé. Le facteur 2a, c'est-à-dire le facteur 2 activé, d'accord, va transformer le fibrinogène en fibrine. Tout simplement. Vous voyez que la voie extrinsèque est vraiment rapide. 7 avec le 3 vont activer le 10 avec le 5 vont activer le 2 activé va transformer le fibrinogène qui est soluble en fibrine qui est un fil insoluble. D'accord? Vous voyez, c'est simple. La voie intrinsèque, par contre, le facteur 12, d'accord, qui est là, va activer le facteur 11, va activer le facteur 9, qui lui va activer le facteur 8, d'accord. Et puis les deux facteurs vont activer le facteur 10 avec le 5, on tombe dans la même voie, avec le 5 vont activer le 2 et le 2 va transformer le fibrinogène en fibrine. On appelle la voie du 2 jusqu'à du 7, du 10, 5, 2 fibrinogène, on appelle cette voie la voie commune. Parce que vous voyez que la voie extrinsèque et la voie extrinsèque, les deux tombent dans la même voie. C'est-à-dire que les facteurs de la voie commune, c'est le facteur 10, c'est le facteur 5, c'est le facteur 2 et c'est le facteur numéro 1. D'accord? Très bien. Tandis que les facteurs de coagulation de la voie extrinsèque sont les facteurs 7 et 3, tout simplement. Mais on focus, si vous voulez, beaucoup plus sur le facteur 7, d'accord? C'est le facteur principal de la voie extrinsèque. Et puis, on a les facteurs de la voie intrinsèque, c'est bien le facteur 10, 11, 12 et 8 et 9. Donc, on a 8, 9, 11, c'est pas 10, ça, désolé, 11 et 12. D'accord? Ça, c'est la voie intrinsèque. La voie extrinsèque, c'est le 7 et c'est le 3. D'accord? Et la voie commune, je vais l'écrire là, c'est le 10, c'est le 5, c'est le 2 et c'est le 1. D'accord? J'espère que c'est clair. Il faut comprendre chaque voie et les facteurs qui sont impliqués dans chaque voie. Ça, c'est la voie de coagulation, tout simplement. Maintenant, une remarque très très importante, c'est qu'il y a certains facteurs qui, vous savez que les facteurs de coagulation sont synthétisés principalement au niveau du foie. D'accord? Tous les facteurs de coagulation, sans exception, sont synthétisés au niveau du foie. Il ne faut pas oublier que ce sont des protéines qui sont synthétisées au niveau du foie. Et puis ces facteurs-là, certains facteurs d'entre eux nécessitent la vitamine K pour leur synthèse. Et bien, ce sont les facteurs 2, 7, 9 et 10, il faut absolument les retenir. Ce sont les facteurs 2, 7, 9 et 10 qui nécessitent la vitamine K pour leur synthèse. Le facteur tessulaire, c'est le facteur numéro 3 de la coagulation. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas mentionné avec les facteurs de coagulation. C'est un facteur comme les autres facteurs. D'accord? C'est un facteur comme les autres facteurs. C'est le facteur numéro 3. Alors, j'ai oublié tout un petit détail au niveau de la voie intrinsèque de la coagulation. C'est qu'au début, d'accord, il y a une molécule qui s'appelle la précalécrine, d'accord, qu'on symbolise par PK, d'accord, est transformée en calécrine, d'accord. C'est une molécule qui est protéique, calécrine. Ok, c'est pas un facteur de coagulation, je répète, c'est pas un facteur de coagulation, c'est juste une molécule. Sous l'action
d'une molécule qui s'appelle kininogène de haute poids moléculaire. D'accord? Donc, vous allez trouver l'abréviation KHPM. Kininogène de haute poids moléculaire va transformer la précalicryine en calicryine. Après ça, la calicryine va activer le facteur 12 qui lui va activer, comme on a déjà dit, le facteur 11, le facteur 8, avec le facteur 9 vont activer le facteur 10, etc. C'est la voie commune. D'accord? J'ai oublié tout un petit détail parce que j'ai vu là, ils sont mentionnés au niveau du tableau. Précalicryine, c'est le PK et kininogène de haute poids moléculaire. D'accord? Très bien. La régulation physiologique de la coagulation, il faut savoir que la coagulation a une régulation et c'est vraiment important cette régulation-là parce que si on ne fait pas cette régulation, la coagulation ne va pas s'arrêter. D'accord? Ne va pas s'arrêter et puis on a besoin de régulation. Donc les régulateurs les plus importants, je vais les citer ici. Donc on a l'antithrombine AT, facteurs les plus importants, je vais les citer ici, à apprendre bien sûr. L'antithrombine 3, d'accord? Puis le facteur, le facteur plasmatique, ou là, la protéine C, protéine S. C'est les facteurs à apprendre, les 3 facteurs à apprendre parce qu'ils sont les plus importants. Donc on a l'antithrombine 3, protéine C et la protéine S. Ce sont des facteurs qui interviennent à différents niveaux de la coagulation, sans retenir bien sûr juste une remarque par exemple, protéine C et S, entre eux il inhibe par exemple le facteur 8 et le facteur 5. L'antithrombine, comme son nom l'indique, thrombine, c'est-à-dire le facteur 2 activé, parce que le facteur 2, quand il est à la forme inactive, il s'appelle prothrombine. Quand il passe à la forme active, il s'appelle thrombine. Les nominations changent. Donc l'antithrombine, elle inhibe le facteur 2. Okay. Donc récapitulons un petit peu donc, les facteurs qui interviennent dans la coagulation. C'est les facteurs de coagulation premièrement. Deuxièmement, c'est le facteur tissulaire qui est aussi un facteur de coagulation. Troisièmement, les régulateurs qui sont vraiment importants. Quatrièmement, les plaquettes aussi, il intervient parce que c'est le thrombus blanc qui est transformé en thrombus, qui est transformé en caillou. L'endothélium vasculaire, bien sûr, y participe. Le calcium, qui est à lui le 4e facteur de la coagulation. Et puis, dans la coagulation, il y a trois étapes à retenir. La phase d'initialisation, c'est-à-dire le début de la coagulation. L'amplification, c'est-à-dire les facteurs de coagulation sont là, ils sont en grand nombre. Et la 3e étape, c'est la propagation, c'est-à-dire l'élaboration du caillot. Et puis, voilà, l'élaboration du caillot. D'accord. Et donc, on a certaines explorations, d'accord, qu'on utilise pour explorer la coagulation, d'accord? Exploration pour explorer quoi? La coagulation. Pour explorer la coagulation, on a différentes explorations qu'on va citer tout à l'heure, d'accord? Le premier élément, c'est le temps de Quick, d'accord? C'est le temps de Quick. Donc, le temps de Quick normal, et c'est un temps bien sûr, est compris entre 12 et 14 secondes. C'est un temps qui va explorer quoi? Qui va explorer la cascade de coagulation de la voie extrinsèque. Retenez bien. Il y a 2 temps. Il y a le temps de Quick et il y a le temps de céphaline plus activateur. Donc TQ et TCA. Donc ils sont juste là. D'accord? Le temps de Quick, il explore la voie exogène, extrinsèque, puis plus la voie commune. C'est-à-dire, il explore quoi? Il explore la voie extrinsèque, d'accord, le facteur 7, le facteur 3, et il explore aussi la voie commune, d'accord, à la voie extrinsèque. Donc, il explore la voie extrinsèque et il explore la voie commune. Tandis que il est représenté par le TP, donc on dit soit le TP, soit le TQ. Je m'explique. Donc, on a dit que le temps de Quick est égal 12 jusqu'à 14 secondes. D'accord? Comment il est pathologique? On compare toujours ce temps à un temps témoin, c'est-à-dire à un temps par rapport à un sujet qui est normal. La différence entre les deux temps ne doit pas dépasser 2 secondes. Je donne par exemple le temps de Quick d'un patient est égal par exemple 16 secondes et le temps
d'un témoin est égal à 13 secondes. 16 moins 13 est égal à 3 secondes. Plus de 2 secondes est égal à un temps qui est pathologique. Donc le temps de Quick de ce patient est pathologique. D'accord? Il faut faire la différence toujours par rapport à un témoin. La même chose pour le temps de céphaline plus activateur qu'on va voir par la suite. Donc le temps de Quick, d'accord? La valeur 12 à 14 correspond à un TP, le taux de prothrombine entre 70 et 100%. D'accord? Le prothrombine, c'est le facteur 2. Il ne faut pas oublier que c'est le facteur 2. La valeur plasmatique dans le sang doit être compris entre 70 et 100%. D'accord? Ce qui correspond à un temps de Quick égal entre 12 et 14. D'accord? Donc, vous voulez, les deux valeurs sont associés entre eux. C'est pas la même valeur, c'est pas le même paramètre, mais ils sont associés entre eux et les deux correspondent à la voie extrinsèque de la coagulation. C'est-à-dire, elle explore les différents facteurs de coagulation de la voie extrinsèque plus la voie commune. Ok? Très bien. Et puis, on a l'INR qui est le temps de Quick du patient qu'on examine sur le temps de Quick d'un témoin normal, d'un témoin non pathologique, d'un témoin qui est sain. Donc, l'INR, ça est réservé, pas au diagnostic des maladies, mais plutôt il est réservé, on va voir par la suite, à la surveillance des traitements par les anticoagulants, notamment les antivitamines K. Donc, il doit être compris entre certaines valeurs pour suivre le traitement. Est-ce qu'il est bénéfique le traitement ou non? Bien sûr, il est mentionné là que le temps de Quick, désolé, explore les facteurs de coagulation de la voie exogène. Donc, il explore quoi? Il explore le 3, il explore le 7. Mais, toujours, je vous dis que je concentre beaucoup plus sur le facteur 7 dans la voie exogène de la coagulation. Sur le facteur 7 de la coagulation de la voie exogène. D'accord? Il explore aussi la voie commune. Ça n'empêche pas qu'il y ait un déficit au niveau des facteurs de la voie commune pour que le TQ soit anormal. D'accord? Quand il y a un déficit au niveau de la voie commune, le TQ est pathologique. Pourquoi? Parce que la voie extrinsèque toujours aboutit à la voie commune. Donc, on dit que le TQ explore la voie extrinsèque et aussi la voie commune. Et on a aussi le TCA qui est le temps de céphaline plus activateur. Vous allez aussi trouver la dénomination TCK. C'est-à-dire, donc on a temps de céphaline plus activateur ou bien TCK. C'est la même chose. Il faut savoir que ce sont des synonymes. Temps de céphaline plus activateur ou bien temps de céphaline choline, c'est la même chose. Donc, ce sont des synonymes. Donc, c'est un temps comme le temps de Quick. Cette fois-ci, il va explorer quoi? Il va explorer la voie endogène plus la voie commune. D'accord? Le temps de Quick explore la voie exogène plus la voie commune. Le TCA explore la voie endogène plus la voie commune. La valeur normale est entre 35 et 45. Et cette fois-ci, la différence de temps entre la personne normale et la personne pathologique, donc, doit être supérieure à 10 secondes. C'est-à-dire que, par exemple, le TCA de notre patient a examiné, par exemple, 60 secondes et le TCA du témoin est égal à 66. Là, la différence entre eux est inférieure à 10 secondes. Okay? Donc, ce n'est pas une valeur pathologique. On va prendre quelques exemples de troubles de coagulation. Donc, on a quand par exemple un cas de TQ, donc de temps de Quick qui est allongé et le TCA est normal. Là, ça veut dire qu'il y a un trouble au niveau de la voie extrinsèque. Tant que le TCA est normal, c'est-à-dire la voie endogène est saine. C'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau de la voie exogène. La voie exogène, le principal facteur, c'est le facteur 7. C'est-à-dire soit il y a un déficit isolé en proconvertine, c'est le facteur 7. Soit par exemple, il y a une insuffisance hépatique qui a causé ce déficit, un traitement par l'antivitamine K, par l'anticoagulant, ou bien les déficits congénitaux en facteur, dans les facteurs 7, c'est-à-dire un traitement par l'antivitamine K, c'est-à-dire ils vont inhiber le facteur K, c'est-à-dire que le 7 est
cas dépendant, c'est-à-dire il y a un déficit, ok? Ou bien il y a un déficit congénital par ce facteur qui est très rare. Donc le déficit est le plus fréquemment, il est acquis soit par une insuffisance hépatique ou bien un traitement par l'antivitamine K, ou bien il peut être un déficit qui est congénital. TCA est allongé et le TQ est normal, là ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la voie endogène. Soit un déficit au niveau du facteur 12, précalicryine, kininogène, le facteur 11, le facteur 9 ou bien le facteur 8. Le TCA est allongé et le TQ est allongé, les deux sont allongés, c'est-à-dire que la voie commune est atteinte. Parce que les deux voies aboutissent à la même voie, c'est-à-dire soit il y a une insuffisance hépatique qui a causé ce déficit, tant que les deux facteurs 2 et 10 sont de la voie commune, ou bien une coagulation intravasculaire disséminée, on va voir par la suite. C'est une coagulation, hypercoagulabilité, qui va allonger les temps et consommer les plaquettes et les autres facteurs. Ou bien présence d'un antithrombine, c'est le facteur 2, antithrombine. Voilà. On va voir rapidement la fibrinolyse, la troisième étape qui n'est pas vraiment importante. Donc la précalicryine à l'aide du facteur 12 va se transformer en calicryine, qui elle-même va transformer la pro-urokinase en urokinase, d'accord? Et l'urokinase va transformer le plasminogène, donc c'est une cascade, va transformer le plasminogène en plasmine, et le plasmine elle-même va dissocier le fibrinogène en produit de dégradation de fibrinogène, c'est produit de dégradation de fibrine, désolé, PDF, d'accord? Fibrinogène et puis produit de dégradation de fibrinogène. Et elle va transformer aussi le fibrine, ce qui nous intéresse, en D-dimers, c'est-à-dire en petits morceaux. Le dernier élément ou la notion de notre cours, c'est les anticoagulants. Il faut savoir qu'il y a deux types de familles d'anticoagulants, les héparines et les antivitamines K. D'accord? Les héparines, elles bloquent la formation d'un thrombus. Et puis les antivitamines K qui vont diminuer la fabrication par le foie de certains facteurs qu'on a dit vitaminodépendants. Vitaminodépendants, vitamine K dépendants qui sont le 2, le 7, le 9 et le 10. Et puis, il y a le traitement anticoagulant à visée curative, c'est-à-dire que les personnes qui présentent des thromboses, etc., c'est à visée curative. C'est pour traiter leur maladie. Et puis, la surveillance, c'est par l'INR qu'on a déjà parlé. Il doit être compris sous traitement entre 3 et 4,5. Le traitement anticoagulant à visée préventive, cette fois-ci, pour les patients qui ont un risque, qui n'ont pas la maladie, mais qui ont un risque accru pour développer une thrombose, comme par exemple un alitement prolongé, etc. Et cette fois-ci, l'INR doit être compris entre 2 et 3. Il y a certains paramètres pour surveiller les traitements anticoagulants. Pour le traitement de l'héparine, on le surveille par l'héparinémie, par la numération plaquettaire, puisque c'est un anticoagulant, et par le TCA, don de céphaline plus activateur. Tandis que le traitement par l'antivitamine K, par le TP, tant que les vitamines K inhibe la vitamine K de fonctionner. Donc on sait que le facteur 2, lui aussi, il est vitaminodépendant. Donc, on le surveille par le TP ou bien par l'INR. On arrive à une notion très très importante, c'est la coagulation intravasculaire disséminée. Donc la coagulation intravasculaire disséminée est une maladie qui se traduit par une hypercoagulabilité du sang. D'accord? Elle fait suite à des maladies infectieuses ou bien des chirurgies du petit bassin ou bien des affections hépatiques, etc. L'essentiel qu'il y a une coagulation intravasculaire disséminée. Cette coagulation intravasculaire disséminée, elle va perturber les paramètres de la coagulation. D'accord? Elle va perturber les paramètres de la deuxième étape de l'hémostase qui est la coagulation. La première des choses, elle va consommer plein de facteurs, puisque c'est une coagulation qui est accrue, c'est-à-dire il y a tout le temps une coagulation, c'est-à-dire il y a tout le temps activation des facteurs de coagulation et leur consommation dans le sang. À fur et à mesure que le foie synthétise, il y a consommation et puis il y a ce qu'on appelle ce qu'on appelle la diminution de ces facteurs au niveau du sang. Il y a certains facteurs qui vont diminuer dans le sang, notamment le facteur 8, le facteur 5, le facteur 1, on a hypofibrinogénémie, d'accord, le facteur 1,
Et puis, on a le TP qui est bas. Pourquoi? Parce qu'il représente le pourcentage du facteur 2 au niveau du sang. Donc, qui est lui-même, il est consommé. Donc, le TP, il est bas. Quant au TQ et au TCA, donc on sait qu'il représente la voie endogène et exogène. Donc, il y a tout le temps coagulation. Donc, le temps de coagulation est allongé. Donc, les deux temps, on les retrouve allongés. Comme il y a tout le temps coagulation, il y a tout le temps les plaquettes qui sont consommées aussi, donc le taux de plaquettes est diminué. C'est ça tout simplement les signes biologiques de la coagulation intravasculaire disséminée tout simplement. Le dernier élément, c'est les tests, c'est le bilan standard qu'on fait tout le temps, qu'ils font tout le temps pour assurer que l'hémostase est normale. Donc, ils font le temps de céphaline activateur, le temps de quick, fibrinogémie et le taux de plaquettes. Ça, c'est pour débuter les examens complémentaires. Après, en fonction de ces résultats, il entame d'autres explorations. Et c'est le tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions concernant ce cours, la coagulation, n'hésitez pas surtout à les poser en commentaire. Et puis, à la prochaine.